Bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour cette invitation à venir dans le cadre de ce programme La Cave sur les vins de demain et les idéotypes variétaux. Et c'est d'évoquer avec vous et de partager quelques idées sur les déterminants nombreux et complexes des marchés vinicoles. Il était en effet utile d'inclure les marchés dans la réflexion et donc de convoquer pour cela les sciences économiques, les sciences de gestion et aussi de prospective s'agissant des marchés de demain. Avec un petit retour en arrière, il y a 2 ou 3 décennies, le secteur du vin redoutait plutôt un éventuel diktat que le marché aurait pu lui imposer, via le marketing qui se développait alors dans l'agroalimentaire et dans les pays du nouveau monde vitivinicole. Signe des temps nouveaux, la recherche pourrait aujourd'hui à l'inverse en rêver, pour préparer par ingénierie réverse des produits dotés des qualités organoleptiques et des attributs qui viendraient répondre à une demande précise identifiée sur les marchés. Mais ce modèle qui fonctionne sur certains marchés fait face à des spécificités qui sont souvent des constantes historiques d'ailleurs, mais qui pourraient bien en devenir aujourd'hui des variables dans l'avenir au sein de ces marchés vitivinicoles. D'abord, quelques mots sur ces éventuelles spécificités euh, qui pourraient ne pas résister complètement dans l'avenir. D'abord, le vin n'est pas un produit agricole indispensable à l'alimentation humaine. Ceci est important car s'il est très présent dans nos cultures et dans nos objets de recherche, il faut se rappeler de ce caractère finalement un petit peu euh, non indispensable du vin. Ce qui fait qu'il n'y a pas de lien mécaniste entre une demande et une offre existante ou qui deviendrait possible à condition d'un progrès technique. Ce lien, il existe sur certains marchés, par exemple sur les produits de première nécessité ou sur les vaccins, comme on le voit aujourd'hui. Mais dans le cas du vin, ce n'est pas exactement le fonctionnement que l'on peut observer. Un deuxième aspect, c'est que le vin est très sensible au déséquilibre entre l'offre et la demande. Alors, effectivement, c'est un produit qui est issu d'une plante pérenne, un cycle de vie long, donc ce qui ne facilite pas les adaptations. C'est un produit miscible et stockable, c'est-à-dire qu'il peut transmettre des excédents conjoncturels sur plusieurs campagnes. On se souvient des crises de 1907 à la suite de plusieurs années de surproduction. D'où les mesures de régulation, mais quid dans l'avenir de ces régulations dans un contexte libéral et souvent contraint budgétairement? Alors, il sera possible peut-être de réduire le temps viticole en réduisant la durée de production de certaines vignes. Mais c'est une évolution voilà, à laquelle on peut s'attendre sans qu'il y ait de certitude. Troisième aspect qui paraît important, c'est que ce produit est toujours très lié à sa matière première, qui est le raisin, et à sa zone de production, même à l'export. Et un souci de traçabilité est très important dans la maîtrise de la qualité est observable. Le lien est très fort entre raisin et le vin. Le raisin est donc même présent dans la définition du vin. La provenance de raisin est un attribut de sa qualité. Et cette unité de lieu et de temps pour la production de raisin va jusqu'à la vinification et même jusqu'à l'embouteillage. Donc ça, c'est un lien qui est très fort. Alors qui fait que le raisin est un produit agricole, mais le vin aussi. Ce n'est pas un produit agroalimentaire transformé, c'est un produit transformé, mais qui n'est pas euh, véritablement un produit agroalimentaire, puisqu'il reste un produit agricole. Le vin est donc un produit aussi, et ça n'est pas tout à fait banal, défini un petit peu par son état final, il faut qu'il y ait un minimum d'alcool, 8 degrés 5, nous dit-on, mais surtout par son process d'élaboration. Ce qui fait que, bien sûr, il ne peut être que exclusivement le résultat de la fermentation alcoolique et sans aromatisation ni mouillage et avec une panoplie œnologique limitée. On a tendance à dire que tout ce qui est dans le vin doit provenir du raisin, même l'eau. Voilà. Mais dans l'avenir, cette panoplie œnologique, on le voit bien d'ailleurs, est en train de s'ouvrir. De même la panoplie génétique, très probablement. La diversification des produits, peut-être au-delà des simples segments supérieurs à 8 degrés 5, on pourra aller peut-être regarder et peut-être proposer des choses sur les marchés en dessous de 8 degrés. Et également, peut-être en intégrant les variables d'économie circulaire, en valorisant davantage qu'on le fait, les sous-produits ou plus élégamment les coproduits de la viticulture. Un cinquième point qui me paraît intéressant à avoir à l'esprit, c'est l'hypersegmentation de la production.
Cette hypersegmentation, vous la connaissez tous, hein, il y a autant de produits que de vignerons multipliés par les années, par les couleurs, par les cuvées, tout ça est assez impressionnant. Mais le fait qu'il y ait cette hypersegmentation, on pourrait se dire que c'est une chance pour que ça rencontre l'hypersegmentation de la demande. Mais en réalité, ça n'est pas si simple car le consommateur ne connaît pas très très bien, puis il y a beaucoup de pesanteur, de production, de logistique. Et en revanche, ça a une conséquence très importante, c'est que comme on a une définition très contraignante, avec une production sur cahier des charges majoritairement, notamment pour les signes de qualité, et qu'il n'y a pas tellement besoin d'innover pour diversifier l'offre, qui est déjà extrêmement diversifiée, eh bien, on a un petit malentendu sur le poids et l'importance de l'innovation, notamment par rapport à la tradition. On a une filière qui est très tiraillée entre le fait d'innover pour se différencier et des gains de productivité industrielle. Et puis d'un autre côté, heu, pour qui est tiraillée d'un autre côté par le respect de spécificités, de traditions qui peut-être, selon elle, peuvent, être les garants d'écarts de prix qui sont quand même assez démesurés dans la filière entre 2 vins qui pourraient se ressembler comme ça par leur composition physico-chimique ou par leur étiquette. On peut avoir, des écarts de prix de 1 à 1000. Donc le consommateur, lui, est plutôt bercé assez régulièrement d'illusions sur la place véritable des innovations qu'au nom de la tradition, on lui cache généralement, mais ça, pour combien de temps? Le sixième point qui me paraît intéressant aussi, c'est l'évolution de la notion de qualité, heu, notamment pour un produit à ce point, marqué par son fort contenu en images. Alors traditionnellement, la perception est portée plus fréquemment par la référence à la notion de provenance, on l'a dit, notamment au terroir de production, surtout dans les indications géographiques et surtout dans un pays comme la France où 93 de la production est proposée, sous AOP ou IGP. En conséquence, on a développé historiquement une sorte de lien, inversement proportionnel entre la qualité et le rendement, au sens où un petit rendement, est censé bien sûr exprimer davantage le terroir et puis heu, c'est présenté comme étant un des fondements des politiques de qualité et d'ailleurs un des éléments très forts des cahiers des charges des AOP. Mais ceci a d'énormes vertus, on le sait bien, mais aussi certaines limites qu'on peut rencontrer aujourd'hui, notamment les problèmes de compétitivité internationale. La France est marquée par un des rendements moyens les plus faibles, au monde, avec à peu près 60 hectolitres à l'hectare en moyenne, alors que des pays concurrents sont plutôt très facilement autour de 90-100 et certains, bien au-delà. Donc c'est quand même, un problème de compétitivité et puis ceci manifeste aussi une certaine impréparation à affronter des baisses de rendement aujourd'hui qui sont plutôt subies dans y compris dans toutes les catégories de produits, dans les AOP, dans les IGP et même dans les vins sans IG, de fait de contraintes plus récentes comme, le climat, la sécheresse, la fertilité, les maladies et cetera. Cette évolution de la qualité, donc est très particulière dans nos pays traditionnels. Beaucoup est souvent présenté comme, heu, alternative au contraire, ce que l'on peut, observer dans les pays du Nouveau Monde traditionnellement, où là, c'est la marque qui est un peu comme dans le reste de l'agroalimentaire, portée par un marketing assez puissant, et occupe vraiment le haut du pavé. Mais, on peut observer aussi que la mondialisation et le libre-échange ouvrent aussi la voie à des assemblages beaucoup plus internationaux que ceux auxquels on assiste aujourd'hui, notamment dans le cadre de ces cahiers des charges. Si on sort des cahiers des charges et si on ouvre davantage les frontières, qu'est-ce qui interdirait, dans une optique très OMC, ces assemblages internationaux généralisés? Alors, dans ce sens, la notion de qualité peut, être appelée à évoluer, largement. D'abord parce que le vin peut être beaucoup plus découplé des occasions de consommation traditionnelles que l'on connaît. Le vin peut sortir beaucoup plus fortement du repas que ce que l'on voit encore aujourd'hui. Les attentes des consommateurs sont beaucoup plus portées sur le bio, le sans, c'est-à-dire sans rien, hein, sans ajout, sans additifs, sans tout ce qui pourrait artificialiser outre mesure le produit ou le process.
le local, le français, le naturel, voilà ce qui ressort aujourd'hui quand on demande aux consommateurs ce qu'est un produit de qualité. Donc ceci pourrait interroger, beaucoup plus, que ne le fait aujourd'hui, le lien entre santé et naturel qui pourrait évoluer, fortement, entre un lien plus fort vers la nature, donc une revendication de vin plus nature, au risque de la santé versus, un vin plus, santé, affiché santé, mais avec une définition de la santé égale à risque zéro. De la même façon, le lien entre l'environnement et le naturel, pourrait évoluer, heu heu, puisque ça pourrait être, le plus naturel conçu comme, le plus protecteur par essence de l'environnement ou au contraire, une artificialisation aux conséquences mieux maîtrisées pour l'environnement. Donc, on voit que les relations entre les attentes, des consommateurs, le naturel, la santé et l'environnement sont appelées aussi assez largement à évoluer et donc peut-être à faire accepter un certain nombre de produits qui aujourd'hui, sont plutôt un peu marginalisés, voire refusés. Un septième point important, c'est le cadre de la communication dans lequel, le vin, s'est trouvé, développé. On connaît la loi Evin qui, a vraiment, prend en compte les problèmes de santé afférents à des consommations excessives et donc qui s'inquiète de communication qui serait trop présente, même si on a aussi une filière qui a réussi à obtenir des subventions pour aider l'exportation vers les pays tiers, où là probablement les effets de la santé sur la santé seraient, il faudrait le croire, un peu différents. On a un règlement étiquetage qui est spécifique, on a une communication qui est très portée par les leaders d'opinion, les influenceurs, et autres. Tout ça pourrait aussi largement évoluer avec, d'abord un étiquetage peut-être plus, agroalimentaire, un étiquetage avec plus d'affichage, des allergènes, des ingrédients, d'additifs et puis une communication peut-être aussi plus transversale, un peu moins top-down, guidée par, des grands sommeliers ou des grands influenceurs, mais peut-être plus à la faveur de réseaux sociaux plus participatifs. Un mot également, en huitième point sur la distribution. La distribution, elle est très elle est très diversifiée dans le monde du vin, mais la grande distribution, en tout cas, en France, domine largement avec, son cortège de de valorisation, hein, d'exposition d'un grand nombre de références qui est pas simple pour la grande distribution, son développement de marques de distributeurs, les MDD comme on dit, mais des rayons quand même difficiles à gérer, pas très lisibles pour les consommateurs, plus ou moins rentables pour les distributeurs. On voit que c'est un modèle en tout cas qui est pas très adapté au canon de la grande distribution, mais les orateurs suivants pourront l'expliquer mieux que moi. Et en tout cas, heu, probablement, montrer que le secteur des vins va être aussi assez tributaire des évolutions à attendre de la distribution et de la grande distribution. On connaît un peu la crise ou la remise en question du modèle hypermarché, les développements du click and collect, du drive qui ne sont pas que des effets de la pandémie, du e-commerce, l'emprise du big data et de l'intelligence artificielle à attendre dans la relation entre les distributeurs et les consommateurs. Tout ceci ne sera pas sans conséquences sur la communication, l'information et les modes de distribution, la supply chain la logistique qui sera associée à la distribution du vin. Un mot, sur ce consommateur, bien sûr aussi, qu'on connaît bien en tant que consommateur traditionnel, mais ce consommateur traditionnel, il a un petit peu vécu. D'abord, il vieillit fortement, il consomme dans les pays traditionnels de moins en moins de vin, c'est très clair, hein. On est parti de 160 litres par habitant et par an il y a pas des siècles, il y a quelques décennies. Aujourd'hui, à des niveaux qui dans les plus forts pays comme la France tournent autour, des 40 et quelques litres par habitant et par an et ça ne fait que décroître. Heu, donc ce consommateur, en même temps, il est assez ignorant finalement, même dans les pays traditionnels, mais en revanche, finalement, il est assez adaptable. Il est très adaptable puisque malgré tout ce qu'on peut lui faire, porter comme, d'attachement à la tradition, eh bien, il réussit à s'adapter à des vins qui probablement sont très différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient il y a 10 ans, il y a 100 ans et il y a 1000 ans, même s'il y avait déjà du vin.
Et le point le plus important peut-être aussi, c'est que les consommateurs, les marchés sont aujourd'hui de plus en plus internationaux. Ils ont longtemps été assez limités. Le marché mondial, c'est-à-dire la part des vins qui sont consommés dans des pays où ils ne sont pas produits, était jusqu'aux années 1990 pas plus que 10 ou 12. Cette part le marché mondial a explosé, a été multiplié par 3 et plus en 30 ans, pour atteindre aujourd'hui 45. Ça veut dire que presque une bouteille sur 2 est consommée dans un autre pays que là où elle est produite. Donc ça, c'est important parce qu'on voit aussi que la consommation mondiale se maintient à peu près, mais on a une espèce de convergence des modes de consommation des différents dans les différents pays qui ne va guère au-delà, en moyenne, à part un ou 2 pays comme la France ou l'Italie qui gardent, des modèles, mais je vous ai dit assez décroissants, on va souvent guère au-delà de 5, 10, 15, 20 litres par habitant et par an. En tout cas, cette mondialisation du marché est à prendre en compte et quand on développe des produits, on est bien inspiré, bien sûr, aujourd'hui, non seulement de faire des études de marché localement, parce que c'est souvent plus facile, mais il faut vraiment prévoir des tests de marché qui soient à l'avenant, c'est-à-dire sur les marchés mondiaux. On produit aujourd'hui pour le consommateur américain, pour le consommateur suédois, pour le consommateur chinois, et donc il faut faire des tests beaucoup plus qu'on en faisait jusqu'ici sur ces marchés-là. Un point important également, c'est que ce consommateur est enfin peut-être en train aussi d'intégrer autour de ce marché du vin, qui était un marché quand même issu historiquement certaine, d'une certaine tradition au repas, etc., euh, l'attacher plutôt à l'univers de la culture, du loisir, et donc d'où l'essor aussi de l'œnotourisme. Et puis, plus inattendu, peut-être que ce vin est en train de rentrer finalement dans une catégorie dont on n'oublie pas qu'il est quand même assez marqué par la présence d'alcool, donc un petit peu psychotrope, dans le même temps où le cannabis commence à être libéralisé avec d'autres drogues douces dans certains autres pays. Donc bizarrement, peut-être que le vin, dans l'avenir aussi, pourrait rejoindre cette catégorie des drogues, douces, c'est-à-dire, de la part de consommation qui est peut-être pas très, très recommandable, mais du même coup qui peut être admissible dans les sociétés, d'humains qui ne sont pas parfaits, mais qui sont un petit peu aux marges de la consommation la plus recommandable et la plus acceptable. Mais en tout cas, du même coup, qui doit être aussi encadré dans certaines limites quantitatives et qualitatives. Donc, voilà, on risque c'était assez inattendu, mais on a les signaux faibles qui montrent un peu cette convergence. Tout ça pour, dire que un peu en conclusion, on n'a surtout pas affaire, aujourd'hui avec le vin à un bloc, de tradition, ancré dans une définition immuable, les cahiers des charges, qui seraient rendus absolument, imperméables à toute évolution par, je ne sais quel, esprit étriqué ou, caractère excessif de l'INAO ou autre. On n'est pas du tout dans cette situation-là. Il faut jamais oublier que, ce n'est pas un bloc, traditionnel qui serait tout d'un coup bousculé par, bouleversé par ces évolutions climatiques, ou ces nouvelles demandes, du marché. Non, on a toujours eu un continuum finalement d'innovation. C'était vrai, le phylloxéra par exemple a été une innovation très forte, mais il y en a eu d'autres. Alors simplement, elles ont une dynamique originale puisque avec ces appellations d'origine notamment, on a une adoption des innovations qui se fait plutôt en escalier avec, un préalable de socialisation des innovations avant leur adoption définitive, bien sûr. On a cette relation ambiguë du consommateur à l'innovation qu'on lui a un petit peu préparée, c'est vrai, et qui manque sans doute de communication sur l'innovation. Mais voilà, on est plutôt sur un modèle, il faut se dire qu'on est sur un trend avec des enjeux forts, notamment sur le climat, mais c'est quand même un continuum d'innovation auquel on a affaire. Donc on voit qu'en s'éloignant de certains fondamentaux, en faisant varier certaines constantes, on ouvre effectivement de nouvelles perspectives et les consommateurs pourront s'y adapter, surtout si un marketing approprié les y encourage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marketing approprié? C'est sûrement pas en imposant à l'offre des prétendus dictats de la demande comme on l'a pensé parfois et redouté. Non, c'est plutôt en utilisant les outils d'études d'analyse, notamment de la consommation, pour cerner les tendances qui sont différenciées, qui sont plurielles sur les différents marchés, on le disait, notamment sur les marchés internationaux, mais aussi sur les différents segments de marché, euh, de,
que l'on observe quand on fait ce travail de segmentation qui est le propre du marketing. Également en valorisant les vertus de la communication, de la pédagogie. Ça fait partie du marketing et des efforts de tous, producteurs et distributeurs. La distribution fait aussi partie du marketing. Et sont les efforts des producteurs, des distributeurs pour créer de la valeur ajoutée à partir de ces innovations. Et M. Limito de Carrefour en parlera certainement, mais qui seront aussi les garants de l'adoption de ces innovations. Et justement, il faudra aussi dans l'avenir, beaucoup plus qu'on le fait, mais mesurer l'acceptabilité des innovations par les consommateurs, par les leaders d'opinion qui vont les influencer, mais aussi par les producteurs. Et là, c'est l'objet aujourd'hui de toute l'intégration des programmes d'économie comportementale. Mais c'est Eric Giraud-Hérault qui en parlera certainement, car aujourd'hui, dans les grands programmes comme la CAV, comme Vitae, et dans tous ces programmes d'innovation importantes, eh bien, une attention de plus en plus forte est à accorder et est accordée grâce à ces disciplines, à cette acceptabilité. Je vous remercie de votre attention en vous priant de m'excuser encore d'être avec vous que virtuellement. À bientôt. Au revoir.